Bienvenue sur l'Échange, le podcast qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la filière laitière et fromagère. Je suis Romain Le Gall et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans la capitale mondiale de la gastronomie. Vous vous en doutez, je parle bien sûr de Lyon. Et quand on pense à Lyon et gastronomie, on pense aux Halles Paul Bocuse où je me trouve ce matin en compagnie de Renée Richard, une des mères lyonnaises. Bonjour Renée. Bonjour Romain. Comment vas-tu ce matin ? Eh bien écoute, ça va très bien. Comme en général le matin, je suis contente de commencer ma journée, venir vendre mes Saint-Marcelin. Et pas que. Et pas que, bien sûr. Je dis Saint-Marcelin, mais c'est un peu réducteur. Néanmoins, c'est notre spécialité et on est marqué par le Saint-Marcelin. Alors avant de rentrer dans l'histoire et tout ça, Renée, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, alors donc je m'appelle Renée Richard, plus communément appelée la mère Richard, et je vends du fromage aux Halles de Lyon Paul Bocuse. La mère Richard, comme je dis souvent, la vraie, avec un V majuscule, c'était ma mère. Parce que c'était Monsieur Bocuse, Paul Bocuse, qui l'avait surnommé comme ça. Quand il arrivait le matin aux Halles pour faire le marché, il n'était pas en voyage dans le monde pour être l'ambassadeur de la gastronomie. Il arrivait, il haranguait ma mère en lui disant « Comment vas-tu, la mère Richard ?» Donc c'est resté et c'est même devenu l'enseigne du magasin. Et toi Renée, du coup, comment tu es arrivée à venir vendre du fromage avec ta maman ? Alors, il se trouve que quand j'étais jeune, enfant, adolescente, j'étais en pension parce que ma mère travaillait beaucoup. J'ai passé mon bac, un bac philo. J'ai fait du droit, des études de notariat. Le bac philo, un petit peu loin du fromage. Oui, bien sûr. Mais bon, comme on dit, le droit mène à tout. Donc, j'ai fait du notariat. Et à partir de là, les dimanches, comme souvent les enfants de commerçants, les dimanches, les jours de fête, les vacances, je venais prêter la main à ma mère. Et donc j'ai appris mon métier sur le tas. J'ai pas fait une école. Là, c'est en me confrontant aux clients, en affinant les fromages, que j'ai appris mon travail. Et quand j'ai fini mes études, il se trouve que ma mère avait besoin de moi. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux, au lieu de chercher un stage tout de suite chez un notaire pour continuer le chemin qui était tracé, parce qu'après le diplôme de clerc de notaire, il fallait passer celui de premier clerc et ensuite celui de notaire. Eh bien, si tu veux, je viens t'aider quelque temps et je chercherai un stage après. Il y a de nombreuses années de ça, et à l'époque, on n'avait pas de soucis pour trouver des stages et pour trouver du travail. Et ma mère m'a dit avec plaisir. Et je ne suis jamais repartie. Donc c'était en quelle année ça, Renée ? Alors ça, c'était dans les années 70. D'accord, donc depuis les années 70, Voilà, je suis là. matin, midi, soir, 7 jours sur 7 ? Quasiment. Presque. Parce que le lundi, il faut passer les commandes chez les fournisseurs, appeler quelques clients qui ont l'habitude d'être appelés le lundi. Donc tout ça fait que c'est presque 7 jours sur 7. Et du coup, cette histoire, donc ta maman, elle a commencé dans le fromage dans les quelles années ? Alors, en 1965, ce qu'on appelle à Lyon les anciennes halles. À l'époque, les halles étaient dans la presqu'île, c'est-à-dire entre Rhône et Saône, dans un quartier qu'on appelle le quartier des Cordeliers. Aujourd'hui, c'est un parking. À l'époque, le bâtiment était beau, c'était des vieilles pierres avec une grande verrière, mais c'était complètement obsolète. Les livraisons étaient impossibles, ça se faisait dans les rues adjacentes, enfin c'était dans des conditions pas acceptables. Donc le maire de l'époque, qui s'appelait Louis Pradel, avait décidé de construire des nouvelles halles dans ce quartier où nous sommes maintenant, qui est le quartier de la Part-Dieu. À l'époque, c'était un quartier un peu marécageux, qu'on a assaini, où on a construit la gare de la Part-Dieu, extrêmement connue. Extrêmement. Où on a construit l'auditorium. On a construit également le centre commercial de la Part-Dieu, et puis les halles. Voilà. Et c'est comme ça que le 1er janvier 71, nous sommes arrivés aux Halles de Lyon, qui par la suite se sont appelées Paul Bocuse. Ça s'est appelé Paul Bocuse à partir de quand ? Dans les années 90. D'accord. Monsieur Paul, très généreusement, nous a permis d'accoler son nom à celui des Halles. Donc, si tu veux, c'était un échange. On lui rendait hommage et lui, il nous a permis évidemment d'attirer beaucoup de clientèle, parce que Paul Bocuse, c'est un nom magique dans le monde entier.
complètement, avec beaucoup de reconnaissance. Et du coup, ta maman, dès le départ, elle a eu un attrait pour le Saint-Marcellin. Comment elle a fait sa sélection au départ? Alors au départ, donc ça s'est passé ce qu'on appelait les anciennes halles, les halles des Cordeliers. Elle trouvait qu'à Lyon, il n'y avait pas franchement de spécialité, il n'y avait pas un fromage qui était mis en avant comme dans certaines régions. Donc elle a regardé un petit peu ce qui se passait autour de nous. On est quand même gâtés, hein, tout autour de nous. C'est une région riche. Tout afflue vers nous. Hein. Complètement. Donc les chèvres, les vaches, les brebis, etc. Les brebis peut-être un peu moins, mais les chèvres et les vaches. Et puis son dévolu s'est jeté sur le Saint-Marcellin, qu'à l'époque on vendait peu affiné, plutôt comme un petit séchon, plutôt comme un petit fromage sans grand intérêt. Et elle s'est appliquée à le faire devenir coulant, crémeux. C'était pas sans risque, parce qu'il faut pas aller trop loin, il faut le vendre à l'instant T au jour J. Et puis ça a marché, surtout que ça a plu. c'est des petits fromages, donc ça évolue très très vite. Très vite, ça a plu. Et puis c'est du lait de vache, donc ça évolue très vite, beaucoup plus vite que le lait de chèvre. Et ça a plu aux clients particuliers et aussi aux restaurateurs, dont Monsieur Paul, qui l'a beaucoup aidé. Mais c'est un fromage qu'on retrouve aussi bien sur les tables des restaurants gastronomiques que sur les tables des bistrots ou des brasseries, tu vois. J'ai pu lire un petit peu sur Internet que ta maman avait un sacré caractère. Oui, c'est vrai, elle avait un fort caractère. Et que il se chamaillait un petit peu avec Monsieur Paul de temps en temps. Oui, beaucoup, ils adoraient ça. Ils adoraient, c'était un petit jeu. Chacun cherchait l'autre. Chacun cherchait l'autre. C'était le chat et la souris. Mais, tu sais, il y a Monsieur Paul, et puis les clients, c'était comme ça aussi. Hein. Ah oui, les clients venaient aussi pour passer un moment avec ma mère, pour rigoler avec elle, pour la chahuter, pour voilà. Mais tout le monde passait à la boutique. À l'époque, c'était un petit peu plus convivial, et puis comment te dire, on était on avait l'esprit un peu plus ouvert que maintenant. On parlait plus facilement politique, on parlait plus facilement. On était moins jugés en fait. Voilà. Alors les politiques passaient là, la gauche, la droite, le centre. Elle a été copine avec tous les maires de Lyon, ma mère. C'est pas qu'elle mangeait à tous les râteliers, comme on pourrait dire, mais c'est que ils mangeaient tous des Saint-Marcellin. Voilà, les gens aimaient bien venir la voir, manger une tartine de Saint-Marcellin, rigoler avec elle, c'était sympa. Et du coup, ta maman, alors avant qu'on revienne sur l'histoire du Saint-Marcellin, a dans l'affinage un peu une idée. Oui. Une idée qui était de l'emballer. Alors voilà, ce qui était nouveau, si tu veux, c'était de le logoter. Parce qu'à l'époque, maintenant ça paraît banal, parce que avec tous les produits qui sont aux marques maintenant, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et elle a fait faire un papier avec son nom, Saint-Marcellin, Mère Richard. Et donc, elle a logoté ce fromage, et c'était une première. Donc, ça a contribué aussi avec le fait que les restaurateurs mettent Saint-Marcellin, Mère Richard sur leur carte, ça a contribué à l'essor du Saint-Marcellin et par voie de conséquence à l'essor de la boutique. Et aujourd'hui, le Saint-Marcellin, la Mère Richard est encore un Saint-Marcellin emballé. Ah oui, toujours. Avec marqué René. Oui, il part jamais nu. René et René Richard. Parce que ma mère avait eu l'idée, je sais pas si c'est un pressentiment, si elle pensait que j'allais prendre la suite. En fait, c'était écrit. Voilà, c'était écrit, c'était mon karma. Elle m'a prénommé comme elle. C'est vrai. On n'a pas triché, c'était René et René Richard. Mais déjà sur le papier, avant que tu reviennes à la boutique, c'était déjà René et René sur le papier. Comme je t'expliquais, très jeune, j'ai commencé à venir, à la prêter boutique. la main. Donc ça s'est fait, ça avait tout son sens. Parce que les clients qui venaient quand tu étais là le week-end, une période d'affluence sur les marchés. Les gens ont pas dit à un moment, bah tiens, la Mère Richard s'est retirée, sa fille vient de prendre la relève, parce que on a tellement travaillé main dans la main et côte à côte pendant des années que les choses se sont faites simplement. Et travailler avec sa maman comme ça pendant des années. Enfin, moi j'ai des amis, et notamment un monde qui nous relie, qui est le monde agricole, qui travaillent avec leurs parents. Il y a toujours des petits points de friction, tension. Il peut y avoir, bien sûr, mais bon, il faut être diplomate et il faut savoir régler les problèmes. Quand la boutique est fermée, quand le rideau est baissé. Ah oui, quand les clients sont pas là. Exactement. Du coup,
Ce Saint-Marcellin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire, parce qu'il n'a pas toujours été au lait de vache? Alors non, le Saint-Marcellin, on dit qu'il remonte à Louis XI. Louis XI, dit-on, se serait perdu en allant à la chasse et des paysans l'auraient recueilli, accueilli à leur table, réchauffé avec une soupe et je ne sais quoi, et puis le fromage qu'il faisait, et ce fromage en question, c'était le Saint-Marcellin. Et par reconnaissance, et aussi parce que le fromage lui avait beaucoup plu, il a demandé à ce qu'il soit servi à la table royale. Donc le Saint-Marcellin, d'après les livres, si tu veux, voilà, c'est l'origine la plus ancienne qu'on connaisse. Peut-être qu'on en trouvera d'autres. Je sais pas, les historiens découvriront peut-être un jour une origine plus ancienne encore. Mais pendant des années, il a été au lait de chèvre, il a été au lait de mélange. C'est quelque chose dans le monde des produits laitiers qui est un petit peu compliqué quand on fait un peu de littérature, oui, etc. C'est qu'au final, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur les fromages dans les livres, non, à part dans des relevés d'impôts ou de comptes. C'est vraiment là-dessus où on voit sur le fromage. Il y a peu de choses, oui. Et c'était des choses qu'on se passait entre guillemets de la main à la main, et oui, des savoir-faire qui sont ancestraux, puisqu'on fait maintenant du fromage depuis des millénaires. Bien sûr. Et il y a pas grand-chose d'écrit dans les livres. Donc au début, il n'était pas qu'au fromage de vache. Ah non, au lait de vache. Non. Il a été aussi au lait de chèvre, il a été même au lait de mélange. Moi, je me rappelle, aux anciennes halles, avoir vendu encore des Saint-Marcellin qui étaient mi-chèvre, mi-vache. Mais tu sais comme moi que le lait de chèvre s'affine moins et coule moins que le lait de vache. Donc, il restait toujours un peu plus ferme. Et la tendance aujourd'hui est à aimer le Saint-Marcellin très coulant, très fondant, tartiné. Donc, je pense que peut-être qu'il y gagnerait avec un goût un peu plus affirmé, mais qu'il n'y aurait pas ce côté coulant, fondant que les clients réclament. Et je pense qu'il faut bien qu'on reste avec cette recette au lait de vache. Donc le Saint-Marcellin, si maintenant tu peux le présenter... Au lait cru, bien sûr. Au lait cru, évidemment. Au lait cru. Même si dans le cahier des charges, puisque le Saint-Marcellin est un fromage IGP. Oui, bien sûr. Là, il y a la demande en ce moment des IGP de Savoie qui demandent à entre guillemets... à passer à AOP et avoir une révision du cahier des charges. Oui. Il y a beaucoup de demandes, bien sûr. Et c'est assez long, hein, la mise en place des cahiers des charges. Mais tu sais, bien qu'on n'ait pas l'AOP, ça n'empêche pas de vendre aujourd'hui, le fromage. Le produit et je sais pas si ça changerait grand-chose. Et reconnu à travers le monde. Je sais pas si ça changerait grand-chose. Donc le fromage de Saint-Marcellin, si tu peux le présenter en quelques mots, parce que là on en a parlé, comment c'est fait, comment c'est produit. Alors on a parlé du lait, ce sera du lait de vache. Bon, nous, on préfère le lait cru en tant que fromager. Bien sûr, mais ça existe aussi au lait thermisé ou pasteurisé. Les trois versions existent. Et après, c'est un petit fromage qui fait... C'est un petit disque plat qui fait quelques centimètres de diamètre. Pas très haut. Faut pas qu'il soit très haut d'ailleurs, parce que ça signifie qu'il est pas affiné. Et de couleur un petit peu dorée. Et on l'amène à maturité jusqu'à ce qu'il soit bon à tartiner. C'est minimum 10 jours dans l'appellation. Toi, oui, mais les nôtres ont bien 21 jours. Hein. Oui, pour toi, un Saint-Marcellin, c'est 21 minimum 21. Pour que ça qui est vraiment l'expression et les caractéristiques du Saint-Marcellin. Aujourd'hui, on a aussi une dominance qu'on appelle lactique. C'est un fromage qu'on va finalement peu de présure et un temps de coagulation très très long. Et toi, comment tu pourrais qualifier de manière organoleptique le Saint-Marcellin? Un bon Saint-Marcellin pour toi, qu'est-ce qu'on doit ressentir dans la bouche? Ce côté crémeux et puis quand même un goût assez prononcé quand même. Hein. C'est un fromage qui est vigoureux quand même un peu le Saint-Marcellin. Hein. C'est voilà. Faut qu'il y ait du goût. Plus qu'un Saint-Félicien, par exemple. D'accord. Un Saint-Félicien, lui, il a un apport de crème, donc... C'est des fromages aussi que t'affines, ça, les Saint-Félicien? Oui, bien sûr. Mais si tu veux, le Saint-Félicien, avec son apport de crème, il est tout de suite plus doux et moins typé que le Saint-Marcellin. Le Saint-Marcellin, faut qu'il reste typé comme ça. Aujourd'hui, dans le cahier des charges, on voit 2 types d'affinage en Saint-Marcellin. Toi, sur Lyon, on ne demande
que finalement Chez moi, en tout cas. chez toi. Alors peut-être qu'ailleurs ça se passe autrement, mais chez moi on me le demande On crémeux. vient pour Ou alors le Saint-Marcellin. les voyageurs, les gens qui sont de passage, les étrangers qui nous demandent de les emballer spécialement ou de les mettre sous vide, ce que j'aime pas beaucoup parce que je trouve que ça nuit un peu à la qualité et que ça Et des fois, c'est transforme. plus pratique pour l'avion et les Voilà, valises. c'est surtout à cause des avions et des douanes. Mais alors à ce moment-là, on nous le demande peu fait et ils continuent à le garder un peu à température ambiante chez eux. Mais normalement, on nous le demande très affine et c'est comme ça que les gens le réclament. Et pour revenir un petit peu au début, on a parlé mère Oui. Richard. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une mère? Alors, c'est celle qui donne à manger. Mais si tu veux, à Lyon, il y a une tradition. C'était plutôt une tradition de restaurant, notamment avec la mère Brasier, qui d'ailleurs a été un des maîtres d'apprentissage de Monsieur Paul. La mère Brasier, il y a eu la mère Fillou, la mère Léa. La mère d'ailleurs, Brasier, ça a été la première femme qui a eu 3 étoiles au guide 3 Michelin. étoiles à 2 endroits. Parce que D'accord. l'été, elle était au col de la Luère, Ok. à la campagne, où les Lyonnais allaient pour prendre un peu la fraîcheur. Et l'hiver, elle était où le restaurant existe encore d'ailleurs, rue Royale, et où elle avait ses 3 étoiles aussi. Elle a eu 3 étoiles aux 2 endroits. Ça, c'est formidable. C'est la première qui a eu ça. Et c'est même resté la seule. Enfin, bon. Et donc, les mères donnaient à manger. Et puis, il y a eu après une certaine reconnaissance, parce que certaines d'entre elles se sont distinguées comme la mère Brasier ou la mère Léa. Et c'était tellement bon, si tu veux, que les adresses se sont communiquées. Et puis, c'est devenu une référence. Et donc, moi, je pense que quand Monsieur Paul a surnommé ma mère la mère Richard, c'était par reconnaissance. Monsieur Paul, c'est la seule mère qu'il a finalement nommée comme ça. La seule. La seule. Uniquement la mère Richard. La mère Richard. Et puis, il y avait dans sa vie une autre mère avant qui était la mère Brasier. Donc, elle a, finalement, lui a appris la cuisine. Il a peut-être retrouvé dans le caractère de ta maman et dans celle de la mère Brasier des tempéraments un peu forts. Et peut-être un peu moins durs parce que les années avaient passé et c'était encore plus, je dirais presque violent du temps de la mère Brasier. Il a eu 2 mètres d'apprentissage essentiel, la mère Brasier et Point à Vienne. Monsieur Point aussi était un homme d'une personnalité exceptionnelle. Toi qui as vu les 50 dernières années, même un petit peu plus maintenant, l'évolution de la gastronomie lyonnaise, comment tu l'as vu évoluer cette gastronomie? Alors, bien sûr qu'il y a toute cette gastronomie d'aujourd'hui des jeunes avec les fast-food, avec la cuisine asiatique, avec que je ne critique pas, avec d'autres saveurs qui viennent d'ailleurs, mais qui finalement. est autre chose. Et puis ça leur permet peut-être de manger aussi un peu moins cher, de se nourrir voilà à moindre frais. Mais la gastronomie résiste bien à Lyon. Je pense qu'en France aussi, tout au moins je l'espère. Parce qu'on peut manger bon et pas trop cher dans un bistrot avec un plat du jour. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans un gastro quotidiennement. Et je pense que ça résiste bien. Et quand on voit comment les gens continuent à nous demander de la qualité, il faut croire que les clients continuent à être attachés aux bons produits. Quand tu sers à la boutique aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias, etc., est-ce que les clients sont attentifs au monde agricole pour toi Ah oui. au niveau des... Et ça a toujours été, tu sais. Ouais. Ça a bien... ça, c'est un mouvement qui a bien précédé les barrages des paysans, tout ce qu'on a pu voir au moment du salon de l'agriculture dernièrement. Les gens ont toujours défendu les paysans et les agriculteurs, toujours. Et moi aussi d'ailleurs. Alors peut-être que ils abondaient dans mon sens dans les discussions, j'en sais rien. Mais sans les agriculteurs, on n'est rien. On a vraiment besoin d'eux. C'est eux qui nous nourrissent. C'est eux qui nous nourrissent, oui. C'est bête à dire, c'est tout simple, mais on a vraiment besoin d'eux. Ils ont un métier ingrat qui est pas toujours très bien rémunéré. Donc moi, je les ai toujours défendus à fond, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi la vie sur les halles de Lyon? C'est quoi la vie d'une mère
et d'un crémier fromager sur les Halles de Lyon? Alors, un peu comme dans n'importe quelle boutique, je te dirais, sauf qu'on est un peu les uns sur les autres et qu'on a une fréquentation qui est peut-être un peu plus importante dans la mesure où les gens viennent, tu vois, il y a un groupe qui vient de passer là. C'était un groupe On a entendu les valises. de les valises, et puis c'était un groupe de touristes, tous les étudiants qui viennent. On a beaucoup d'étudiants des écoles de cuisine aussi, tu vois, qui viennent, qui regardent les produits, qui posent des questions. On a aussi tous les touristes. On a les gens du quartier, tout simplement, et puis les Lyonnais et le Grand Lyon aussi, hein, toute la périphérie lyonnaise, les Parisiens qui viennent chercher leur train à la Part-Dieu, leur TGV pour rentrer sur Paris. La clientèle est très variée. On a quand même un fond de clientèle fidèle. Le samedi et le dimanche, on a souvent les mêmes visages qui reviennent. C'est des gens que tu vois depuis des années. Et même, je dirais, de génération en génération. Aussi? Génération succède, oui. D'accord. Oui, parce que ils sont venus gamins avec leurs parents et ils continuent à venir après. C'est ça qu'on attend aussi, c'est d'avoir un petit peu sa Madeleine de Proust. Oui, c'est ça. Donc toi, la vie sur les Halles, elle commence à quelle heure le matin? Comment ça s'organise une journée? Alors, elle commence tôt parce qu'il y a la réception des marchandises. Donc, réception des marchandises. On a 2 casquettes chez la mère Richard. On sert les particuliers et on sert aussi les restaurants. Donc les particuliers, finalement, c'est les gens qui viennent sur le banc. Si tu veux, si on avait que les particuliers à servir, on pourrait venir à 8h ou 8h30 le matin. Oui, c'est la différence entre un fromager et un poissonnier. Voilà, mais on vient beaucoup plus tôt parce que il faut relever le répondeur, voir les mails pour les commandes des restaurants, des hôtels, donc tes restaurateurs te laissent après leur service réveiller au soir. Après le service du soir, et donc ça nous permet d'organiser les tournées des chauffeurs qui vont justement pour livrer les hôtels, les restaurants, voir si c'est pas à Lyon, si c'est par exemple à Paris ou dans le sud, faire des expéditions. Et du coup, tu livres beaucoup de restaurateurs sur le Grand Lyonnais? Ah oui, beaucoup. Depuis très longtemps. Ta maman avait déjà commencé ça. Elle avait commencé, ma mère. C'est une activité qui est historique. Tout à fait, et qui nous a beaucoup aidé parce que le fait que les gens voient Saint-Martin de la Mère Richard sur les cartes des restaurants, ça contribue à la notoriété. Et ça, c'est un petit peu grâce à Monsieur Paul également. À Monsieur Paul et puis à tous les cuisiniers qui l'ont suivi et qui ont fait la même chose. C'est quoi la planche de fromage classique à Lyon dans un bouchon lyonnais? Alors tu sais, on a de la chance parce que Lyon, Saint-Martin, Saint-Félicien, et puis il y a aussi les Savoies avec Roblechon, Tom de vache, Tom de chèvre, le Beaufort. Il y a le Jura qui est pas loin avec le comté. On vend énormément de comtés, notamment du comté 18 mois. On en vend beaucoup. Il y a l'Auvergne qui est toute proche aussi avec le Saint-Nectaire, les Fourmes, voilà. On a vraiment beaucoup de chance. Et puis un peu de chèvre aussi. Alors un peu de chèvre avec la Saône-et-Loire, les Charolais, les Mâconnais. La Drôme. Beaucoup de petites barattes aussi sur les gastro lyonnais. Voilà, les barattes, plutôt dans les cocktails, les barattes, les cocktails, les apéros. Le sud plus au sud, les picodons, les rigottes de Condrieu. Tu vois, on est vraiment gâtés. C'est pour ça que Monsieur Paul disait Lyon ne pouvait être que la capitale de la gastronomie, avec tous ces produits qui confluent vers Lyon. Et au niveau du fromage, c'est bien le cas. Hein. C'est le cas pour d'autres choses aussi, mais le fromage. le presque en vin, premier, je dirais. Le vin. Il y a vraiment, c'est vrai que c'est assez central. Il y a proximité aussi avec d'autres pays comme la Suisse, l'Italie, qui apporte encore de la richesse du passage. C'est une très très belle place. En tout cas pour la gastronomie. René, pour terminer, j'ai une dernière question. Oui. Quelle est ta pizza préférée? Pizza. Pourquoi tu me parles de pizza après une interview comme ça? Et ma pizza préférée? Parce que la pizza, c'est un plat qui rassemble tout le monde. On est le premier pays consommateur de pizza. Eh bien, écoute. Et en fait, on a chacun finalement une pizza préférée. Bon, écoute, je te dirais toute simple. Pizza, tomate, fromage, anchois, olive noire.
Anchois olive noire, c'est pas tout simple ça, René. Bah si, parce qu'il faut donner un petit peu de goût quand Oui, même. il faut un petit peu de goût. Un petit peu de goût. Merci beaucoup, René. Je t'en prie, avec plaisir. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'échange. Au revoir.